les généralités sur les systèmes chimiques, reprend un certain nombre de prérequis fondamentaux, avec pas mal de points que vous avez déjà étudiés au premier semestre, en particulier en physique. Le cours de thermochimie, ou thermodynamique chimique, se divise en 6 chapitres. Le premier chapitre, intitulé Généralités sur les systèmes chimiques, reprend un certain nombre de prérequis fondamentaux, avec pas mal de points que vous avez déjà étudiés au premier semestre, en particulier en physique. Le cours de thermochimie, ou thermodynamique chimique, se divise en 6 chapitres. Le premier chapitre, intitulé Généralités sur les systèmes chimiques, reprend un certain nombre de prérequis fondamentaux, avec pas mal de points que vous avez déjà étudiés au premier semestre, en particulier en physique. Le cours de thermochimie, ou thermodynamique chimique, alors dans ce premier chapitre de thermochimie, nous allons redéfinir les outils nécessaires à la description d'un système, les possibilités de transformation d'un système et les outils nécessaires à la description cette fois de l'évolution d'un système chimique. Alors dans ce premier chapitre de thermochimie, pour ce qui est de la description d'un système, on parlera d'échanges entre un système et l'extérieur, de grandeurs intensives et extensives, de notions de phase, d'équations et de fonctions d'état. Alors pour ce qui est de la description d'un système, nous allons parler d'échanges entre un système et le milieu extérieur, redéfinissons ce qu'est un système. Un système, c'est un objet ou un ensemble d'objets dont on réalise l'étude. Tout ce qui ne fait pas partie du système constitue le milieu extérieur. Et pour faire de la thermodynamique, et en particulier de la thermochimie, il faut nécessairement au préalable que soit bien défini le système étudié. Alors selon la nature de la frontière entre système et milieu extérieur, on distingue un certain nombre de systèmes. On va appeler système ouvert un système qui échange de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur. On va appeler système fermé un système qui n'échange pas de matière avec le milieu extérieur, mais seulement d'énergie. Et on va appeler système isolé un système qui n'échange ni matière ni énergie avec le milieu extérieur. Nous allons parler d'échange entre un système et le milieu extérieur. Puisque je parle d'échange d'énergie, eh bien, nous allons voir les formes d'énergie pouvant être échangées. Puisque je parle d'échange d'énergie, eh bien, nous allons voir les formes d'énergie pouvant être échangées. Puisque je parle d'échange d'énergie, eh bien, nous allons voir les formes d'énergie pouvant être échangées. Puisque je parle d'échange d'énergie, eh bien, nous allons voir les formes d'énergie pouvant être échangées. Puisque je parle d'échange d'énergie, eh bien, nous allons voir les formes d'énergie pouvant être échangées. Puisque je parle d'échange d'énergie, eh bien, nous allons voir les formes d'énergie pouvant être échangées. Puisque je parle d'échange d'énergie, eh bien, nous allons voir les formes d'énergie pouvant être échangées. Puisque je parle d'échange d'énergie, eh bien, nous allons voir les formes d'énergie pouvant être échangées. Puisque je parle d'échange d'énergie, eh bien, nous allons voir les formes d'énergie pouvant être échangées. Puisque je parle d'échange d'énergie, eh bien, nous allons voir les formes d'énergie pouvant être échangées. Puisque je parle d'échange d'énergie, eh bien, nous allons voir les formes d'énergie pouvant être échangées. Puisque je parle d'échange, voyons maintenant la différence entre les grandeurs intensives et les grandeurs extensives. Pour décrire l'état d'un système, il est nécessaire de déterminer un certain nombre de grandeurs caractérisant ce système, qui sont appelées des grandeurs d'état, comme la température T, la pression P, les quantités de matière N, le volume V, etc., etc. Une grandeur extensive est une variable d'état d'un système proportionnelle à la taille de ce système. De manière générale, on dit d'une grandeur x qu'elle est extensive lorsque la somme des valeurs de cette grandeur pour deux systèmes disjoints est égale à la valeur de la grandeur pour la réunion des systèmes. Ce que l'on traduit en fait mathématiquement par le fait que la valeur de la grandeur x dans le système issu de la réunion des sous-systèmes S1 et S2 est la somme des valeurs de x dans chacun des sous-systèmes disjoints. Alors illustrons tout de suite concrètement cette notion avec par exemple la variable d'état volume. Si vous réunissez un système S1 composé d'1 litre d'eau et un système S2 composé de 2 litres d'eau, vous obtenez un système de 3 litres d'eau. Le volume est donc une grandeur extensive. Quelques exemples de grandeur extensive, la masse, les quantités de matière, le volume, et puis les fonctions d'état U, H, S et G, fonctions d'état que l'on redéfinira par la suite. A l'inverse, on parle de grandeur intensive pour une variable d'état d'un système qui ne dépend pas de la quantité de matière de ce système. On traduit cela mathématiquement par le fait que si la valeur de la grandeur x est la même dans les sous-systèmes disjoints S1 et S2, elle sera la même également dans le système issu de la réunion de S1 et S2. La température est par exemple une variable d'état intensive. Si vous réunissez un système S1 composé d'1 litre d'eau à 20 degrés Celsius et puis un système S2 composé de 2 litres d'eau à 20 degrés Celsius, vous allez obtenir un système global de 3 litres d'eau et dont la température sera toujours de 20 degrés Celsius. Vous ne sommez pas les températures pour votre système réuni. Voyons maintenant la différence entre les grandeurs intensives et les grandeurs extensives. Pour décrire l'état d'un système, il est nécessaire de déterminer un certain nombre de grandeurs caractérisant ce système, qui sont appelées des grandeurs d'état, comme la température T, la pression P, les quantités de matière N, le volume V, etc., etc. Une grandeur extensive est une variable d'état d'un système proportionnelle à la taille de ce système. De manière générale, on dit d'une grandeur x qu'elle est extensive lorsque la somme des valeurs de cette grandeur pour deux systèmes disjoints est égale à la valeur de la grandeur pour la réunion des systèmes. Ce que l'on traduit en fait mathématiquement par le fait que la valeur de la grandeur x dans le système issu de la réunion des sous-systèmes S. Passons maintenant à la notion de phase. 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 Passons maintenant à la notion de phase.
Passons maintenant à la notion de phase. Passons maintenant à la notion de phase. Passons maintenant à la notion de phase. Passons maintenant à la notion de phase. Passons maintenant à la notion de phase. Passons maintenant à la notion de phase. Passons maintenant à la notion de phase. Passons maintenant à la notion de phase. Passons maintenant à la notion de phase. Passons maintenant à la notion de toutes ces notions mises en place. On peut parler de la notion d'équation d'état qui sert à la description d'un système. Une équation d'état, c'est une équation qui caractérise l'état d'un système homogène en reliant différentes variables d'état. Alors l'équation d'état qui vous est la plus familière est la loi du gaz parfait. Je vais me servir de cette loi pour illustrer la notion d'équation d'état. La loi du gaz parfait, c'est bien sûr PV égale MRT, et je profite de cette équation pour faire quelques rappels sur les unités du système international des variables d'état courantes. La pression, son unité dans le système international, c'est le pascal. Alors pour autant, je donne ici d'autres unités de pression, parce que le pascal n'est pas une unité extrêmement pratique, bien que ce soit l'unité du système international. Pourquoi c'est une unité qui n'est pas extrêmement pratique? Parce que c'est une toute petite unité de pression. Un pascal, c'est en gros la pression qu'exerce l'air sur votre pouce. Alors on utilise plus couramment le bar, qui vaut 10 puissance 5 pascal, l'atmosphère, qui vaut 1,013 bar, qui correspond à la pression au niveau de la mer lorsqu'on est en situation ni dépressionnaire ni anticyclonique. On définit des unités plutôt réservées à la météorologie, le millibar et l'hectopascal, qui sont en fait les mêmes unités. On définit également les millimètres de mercure par la relation une atmosphère est égale à 760 mm de mercure. Ça, c'est toutes ces notions mises en place. On peut parler de la notion d'équation d'état qui sert à la description d'un système. Une équation d'état, c'est une équation qui caractérise l'état d'un système homogène en reliant différentes variables d'état. Alors l'équation d'état qui vous est la plus familière est la loi du gaz parfait. Je vais me servir de cette loi pour illustrer la notion d'équation d'état. La loi du gaz parfait, c'est bien sûr PV égale MRT, et je profite de cette équation pour faire quelques rappels sur les unités du système international des variables d'état courantes. La pression, son unité dans le système international, c'est le pascal. Alors pour autant, je donne ici d'autres unités de pression, parce que le pascal n'est pas une unité extrêmement pratique, bien que ce soit l'unité du système international. Pourquoi c'est une unité qui n'est pas extrêmement pratique? Parce que c'est une toute petite unité de pression. Un pascal, c'est en gros la pression qu'exerce l'air sur votre pouce. Alors on utilise plus couramment le bar, qui vaut 10 puissance 5 pascal, l'atmosphère, qui vaut 1,013 bar, qui correspond à la pression au niveau de la mer lorsqu'on est en situation ni dépressionnaire ni anticyclonique. On définit des unités plutôt réservées à la météorologie, le millibar. Alors nous terminons cette partie sur les outils nécessaires à la description d'un système par la notion de fonction d'état. Une fonction d'état, c'est une fonction extensive qui ne dépend que des seules variables d'état du système. Cette définition implique qu'elle est indépendante de la transformation subie par le système pour arriver à cet état, ce qui revient à dire en fait qu'au cours d'une transformation, la variation d'une fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi. Les exemples de fonctions d'état, l'énergie interne U, l'enthalpie H qui vaut U plus PV, l'entropie S, l'énergie libre ou énergie de Helmholtz F qui vaut U moins TS, l'enthalpie libre ou énergie de Gibbs G qui vaut H moins TS. Alors ces fonctions d'état, vous les avez déjà rencontrées et nous reviendrons sur la plupart d'entre elles. Il y a juste l'énergie libre ou énergie de Helmholtz F dont nous ne nous servirons pas par la suite. Alors nous terminons cette partie sur les outils nécessaires à la description d'un système par la notion de fonction d'état. Une fonction d'état, c'est une fonction extensive qui ne dépend que des seules variables d'état du système. Cette définition implique qu'elle est indépendante de la transformation subie par le système pour arriver à cet état, ce qui revient à dire en fait qu'au cours d'une transformation, la variation d'une fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi. Alors nous allons maintenant nous intéresser à la transformation d'un système. Qu'est-ce qu'une transformation? Quelles sont les différentes transformations possibles pour un système? Et après avoir introduit quelques notions de vocabulaire et quelques définitions, alors nous allons maintenant nous intéresser à la transformation d'un système. Qu'est-ce qu'une transformation? Quelles sont la définition d'une transformation? Il y a transformation d'un système dès lors qu'une des variables d'état caractérisant le système évolue. Les exemples de transformation, alors déjà une transformation peut être physique ou chimique. Par exemple de transformation, simple modification physique d'une variable d'état, la température, chauffage ou refroidissement, la pression, compression ou détente, et puis également des changements d'état. Alors ça, ce sont des transformations physiques. On a également possibilité d'avoir des transformations par réaction chimique via la modification des quantités de matière, et éventuellement ça implique aussi des changements de pression, de température, du volume par réaction chimique. Alors définition d'une transformation, je vais définir également ici ce qu'on appelle une transformation réversible. Une transformation réversible, c'est une transformation réalisée dans des conditions telles que le passage de l'état initial à l'état final se fasse par une infinité d'états intermédiaires qui diffèrent très peu d'un état d'équilibre et dont chacun diffère très peu du suivant. On peut toujours envisager la transformation inverse pour une transformation réversible en passant par les mêmes états intermédiaires. Alors je ne définis cette notion que parce que je m'en servirai pour énoncer le second principe de la thermodynamique. Ce ne sera pas l'énoncé du second principe de la thermodynamique qui m'intéressera en lui-même, mais l'utilisation qu'on en fera ensuite en thermochimie. Et on ne reparlera ensuite plus en thermochimie de la notion de transformation réversible, car en fait, les réactions chimiques qui nous intéresseront seront, si elles ont lieu, des transformations irréversibles. Je vais définir également ici quelques termes de vocabulaire maintenant propres à la thermodynamique. On va parler de transformation monotherme, monobar ou monocore pour une transformation pour lesquelles la température initiale est égale à la température finale, la pression initiale égale à la pression finale ou le volume initial égal au volume final. On parlera de transformation isotherme, isobar ou isocore si tout au long de la transformation, la température ou la pression ou le volume sont constants. On parle également de transformation adiabatique pour une transformation effectuée sans transfert thermique avec le milieu extérieur.
Quelques termes de vocabulaire maintenant propres. Alors, nous avons déjà parlé de réaction chimique, mais définissons maintenant de manière précise ce qu'est une réaction chimique. Une réaction chimique traduit la modification des liaisons entre atomes ou ions. La réorganisation des interactions entre atomes ou ions se traduit par des échanges d'énergie avec le milieu extérieur. Alors, nous avons déjà parlé de réaction chimique, mais définissons maintenant de manière précise ce qu'est une réaction chimique. Une réaction chimique traduit la modification des liaisons entre atomes ou ions. La réorganisation des interactions entre atomes ou ions se traduit par des échanges d'énergie avec le milieu extérieur. Alors, nous avons déjà parlé de réaction chimique, mais définissons maintenant de manière précise ce qu'est une réaction chimique. Une réaction chimique traduit la modification des liaisons entre atomes ou ions. La réorganisation des interactions entre atomes ou ions se traduit par des échanges d'énergie avec le milieu extérieur. Alors, nous avons déjà parlé de réaction chimique, mais définissons maintenant de manière précise ce dernier paragraphe de ce chapitre avec des rappels sur les outils utilisés pour la description d'un tel système. Équation bilan ou équation chimique, c'est la même chose, et avancement d'une réaction. Dernier paragraphe de ce chapitre avec des rappels. Alors, pour l'équation bilan ou équation chimique, considérons un système fermé siège d'une réaction chimique. Vous savez que l'équation bilan est de ce type, avec nu1, nu2, nu'1, nu'2, etc., qui sont ce qu'on appelle les coefficients stéchiométriques. Avec une telle équation, on définit ce qu'on appelle le sens direct ou le sens 1. Alors, pour l'équation bilan ou équation chimique, considérons un système fermé siège d'une réaction chimique. Vous savez que l'équation bilan est de ce type, avec nu1, nu2, nu'1, nu'2, etc., qui sont ce qu'on appelle les coefficients stéchiométriques. Avec une telle équation, on définit ce qu'on appelle le sens direct ou le sens 1. Alors, pour l'équation bilan ou équation chimique, considérons un système fermé siège d'une réaction chimique. Vous savez que l'équation bilan est de ce type, avec nu1, nu2, nu'1, nu'2, etc., qui sont ce qu'on appelle les coefficients stéchiométriques. Avec une telle équation, on définit ce qu'on appelle le sens direct ou le sens 1. Alors, pour l'équation bilan ou équation chimique, considérons un système fermé siège d'une réaction chimique. Vous savez que l'équation bilan est de ce type. On a une autre manière d'écrire une équation bilan, ça c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. L'autre possibilité pour écrire l'équation bilan, eh bien, c'est d'écrire que 0 est égal à la somme sur des nu bar fois i. On a une autre manière d'écrire une équation bilan, ça c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. L'autre possibilité pour écrire l'équation bilan, eh bien, c'est d'écrire que 0 est égal à la somme sur des nu bar fois i. On a une autre manière d'écrire une équation bilan, ça c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. L'autre possibilité pour écrire l'équation bilan, eh bien, c'est d'écrire que 0 est égal à la somme sur des nu bar fois i. On a une autre illustration de cette notion de nu bar avec par exemple la réaction de synthèse de l'ammoniac N2 gazeux plus 3H2 gazeux donne 2NH3 gazeux. Et donc ici, N2 gazeux et H2 gazeux, je vous précise, sont les réactifs, NH3 gazeux est le produit. Alors, illustration de cette notion de nu bar avec par exemple la réaction de synthèse de l'ammoniac N2 gazeux plus 3H2 gazeux donne 2NH3 gazeux. Et donc ici, N2 gazeux et H2 gazeux, je vous précise, sont les réactifs, NH3 gazeux est le produit. Alors, illustration de cette notion de nu bar avec par exemple la réaction de synthèse de l'ammoniac N2 gazeux plus 3H2 gazeux donne 2NH3 gazeux. Et donc ici, N2 gazeux et H2 gazeux, je vous précise, sont les réactifs, NH3 gazeux est le produit. Alors, illustration de cette notion de nu bar avec par exemple la réaction de synthèse de l'ammoniac. Terminons ce premier chapitre en redéfinissant l'avancement d'une réaction chimique, donc toujours en considérant un système fermé siège d'une réaction chimique et en écrivant l'équation de bilan associée. La notion d'avancement peut être introduite en dressant un tableau d'avancement de la réaction chimique, chose que vous devez savoir faire. La quantité de matière consommée pour un réactif ou formée pour un produit dépend du coefficient stéchiométrique du constituant et d'une grandeur xi, dite avancement, qui est une grandeur indépendante de l'espèce chimique considérée, mais qui permet, couplée au coefficient stéchiométrique, de connaître l'évolution des quantités de matière de tous les constituants du système. C'est une grandeur en mol et qui est intimement liée à l'écriture de l'équation de bilan. C'est-à-dire que si vous changez les coefficients stéchiométriques en les multipliant tous par 2, par exemple, vous modifiez également l'avancement de la réaction à un instant t. Terminons ce premier chapitre en redéfinissant. Ce que je viens de décrire est en fait la traduction simple de la définition plus mathématique de l'avancement que nous allons voir maintenant. Pour l'équation de bilan de ce type, le fait d'écrire moins nu1 xi, moins nu2 xi pour les réactifs et plus nu'1 xi, plus nu'2 xi pour les produits préjuge en fait du sens de l'évolution du système. Un formalisme plus général, eh bien, c'est de définir l'avancement comme la différence pour un constituant I de son nombre de moles à un instant t moins son nombre de moles à un instant initial sur son coefficient stéchiométrique algébrique. Ceci étant valable quel que soit le constituant I. Ce que je viens de décrire est en fait la traduction simple de la définition plus mathématique de l'avancement que nous allons voir maintenant. Pour l'équation de bilan de ce type, le fait d'écrire moins nu1 xi, moins nu2 xi pour les réactifs et plus nu'1 xi, plus nu'2 xi pour les produits préjuge en fait du sens de l'évolution du système. Un formalisme plus général, eh bien, c'est de définir l'avancement comme la différence pour un constituant I de son nombre de moles à un instant t moins son nombre de moles à un instant